Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du Bar de l'Ours. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Blabla au Rhum et nous sommes aujourd'hui avec Cédric de la marque Alors, est-ce que c'est T-Ced ou est-ce que c'est Rhum Arrangé de Ced? Alors, il y a deux choses. Il y a le nom de l'entreprise qui s'appelle les Rhums de Ced. Mais les noms, le nom de la principale marque, c'est les Tea Arrangés de Ced. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, on va dire, simplifient la dénomination en nous appelant les Tea Ced. Donc après, D'accord, moi, ok. du moment qu'on arrive à nous reconnaître, c'est le plus important. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Est-ce que tu peux te présenter en une ou deux phrases rapidement ton parcours, comment t'en es arrivé aujourd'hui avec ta marque? Ah bah, là où on en est arrivé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. J'ai eu la chance de créer les Rhums de Ced. Ça fait 10 ans cette année, en septembre 2021. Ça Ah fera ouais. 10 ans que les Rhums de Ced existe. Aventure qu'on ne peut pas du tout anticiper, aventure géniale dans tous les sens du terme. Et mes premières bouteilles de rhum arrangé, je les ai faites il y a quasiment 20 ans, au tout début des années 2000. Donc, on va dire ce siècle-là est pour moi le siècle d'une aventure et d'une passion que j'ai mis au bout du jour. D'accord. Ok. Ouais, donc 10 ans, ça va faire un bel anniversaire. Ouais, parce que pendant ces 10 années-là, c'est des années que j'ai vu passer, mais que je n'ai pas vu passer. Ça a vraiment été très, 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 très vite. Il s'est vraiment passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà, en termes d'expérience de vie, c'est tout simplement 10 années géniales. On va commencer doucement avec les premières questions. Ouais. Euh, alors déjà, c'est vrai, la question c'est pourquoi plus le rhum arrangé qu'autre chose. Est-ce que tu es arrivé dedans? Est-ce que c'est justement, tu parles de passion, est-ce que c'est t'es arrivé par hasard? Est-ce que tu avais les gènes qui étaient faits pour? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a amené là-dedans? Non, il y a aucune contrainte familiale. Tu sais, on essaie toujours de dire, bah tiens, qu'est-ce que tes parents ont fait ou tout un tas de choses. Non, le rhum, j'ai deux images pour moi du rhum. C'est le petit punch que préparait mon grand-père avec sa bouteille de Dillon. Et je dirais que c'était un moment qui était assez sacré. Donc j'ai toujours eu cette très très belle image du rhum. Pour l'histoire, moi je suis quelqu'un qui n'était pas du tout attiré par l'alcool quand j'étais jeune. Et puis quand sont venues mes années étudiantes, bah, on va dire j'ai commencé à le découvrir le rhum par rapport au whisky. Mais j'ai toujours été sensible à cette notion de justesse, de qualité de dégustation, et j'ai essayé de trouver un produit qui correspondait plus à mes appétences en termes de degré d'alcool. Parce que quelque chose qui était un petit peu trop élevé en termes de degré d'alcool, moi je savais que j'allais pas pouvoir le déguster. Donc je me suis posé la question, c'est comment déguster du rhum en ayant une qualité aromatique mais un degré d'alcool un petit peu plus faible. Et j'ai trouvé cette solution via le rhum arrangé. D'accord, ok. Ok, ok. Donc la passion qui est venue comme ça. Voilà, bah, la passion, les moments de convivialité que j'ai passés. Ouais, les échanges que ça permet d'avoir. Ouais, voilà. Alors, des échanges en conscience ou pas en conscience, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, des fois, les syllabes dans soirée, tu n'arrivais pas forcément à bien les aligner. Mais je dirais, non, c'est vraiment des grands moments de convivialité, de partage. Et voilà, moi, le côté amical, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. On va parler un peu du monde du rhum arrangé. Euh, Oui, Moi, j'ai un ressenti, c'est que j'ai l'impression, je suis pas dans le monde du rhum depuis 15 ans. Moi, ça fait depuis 2014 que je m'y intéresse vraiment. Donc ça fait, oui, tu me diras, ça fait déjà 6 ans et demi, 7 ans. ça passe vite, ça passe Mais vite. voilà, au début c'était de loin. Mais j'ai l'impression maintenant, depuis 2 3 ans, depuis que j'ai la chaîne, qu'il y a des marques de rhum arrangé qui se lancent toutes les semaines. Je parle français, mais il y en a d'autres aussi européens, on en voit aussi dans d'autres pays. Ça bouge beaucoup. Euh, Comment pour toi il se porte ce monde du rhum arrangé? Est-ce que tu pourrais nous donner son pouls un petit peu? Comment il évolue? Est-ce que tu sens quelque chose? Bah, déjà, à la base, le concept de rhum arrangé, il faut savoir, c'est que c'est un concept pour moi qui appartient au peuple, c'est-à-dire que ça appartient à l'individu. Le concept du rhum arrangé n'appartient aujourd'hui pas aux distilleries, n'appartient pas à une origine géographique. Il y a un certain nombre d'histoires qui vont faire qu'on va essayer de trouver l'origine du rhum arrangé, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, ça appartient, c'est un concept pour moi qui est populaire et qui est casanier, c'est-à-dire que chacun fait son petit rhum arrangé chez soi.
Ou alors dans les bars, chacun fait sa petite bonbonne, son petit bocal de rhum arrangé. Donc en fait, tout ça pour dire il n'y a pas fondamentalement de règles. Il n'y a pas de, on m'a posé encore la question cette semaine, est-ce qu'il existe une fédération du rhum arrangé? Bah non, il n'y en a pas, parce que justement aujourd'hui, c'est le pouvoir du peuple qui vient mettre en avant ce concept de produit. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, une envie, une initiative, un état d'esprit entrepreneurial fait que quelqu'un aura la facilité à pouvoir se lancer sur ce concept de produit-là. Enfin, c'est ma définition de la situation. Ok, et ce qui explique que du coup, ce soit un milieu qui soit en émulsion constante, en fait. Ouais, bah c'est la même manière qu'aujourd'hui, quelqu'un qui aime bien faire des pizzas et qui va se lancer à faire sa pizzeria. Enfin, tu vois bien, aujourd'hui, sans faire trop de pub, mais tout ce qui est Top Chef, toutes les émissions comme ça, où on remet en avant quelqu'un qui a une passion et qui a envie de s'éclater dans sa passion, bah, je dirais pour moi, c'est le fil conducteur de la société actuelle. Ok, ok. C'est une belle définition et c'est vrai que c'est très vrai, je te rejoins beaucoup parce que c'est vrai que les rhums arrangés, bah, ça fédère un petit peu. C'est vrai que comme tu le Oui, disais, c'est très. Il y a un gros climat de partage et amical autour de ça parce qu'on adore justement, c'est des boissons qui sont faites pour être partagées, pour être exactement. avec des copains qui viennent à la maison. Justement, comme tu dis, chacun va faire le sien. Donc il y en a un qui va ramener sa bouteille, l'autre qui va ramener le sample de trucs, du bidule, qui aura testé avec des copeaux, l'autre qui aura testé avec des fruits. C'est vrai Exactement. qu'il y a vraiment ce côté un peu alcool du peuple, comme tu dis. Ouais, et puis chacun fait sa petite recette, chacun apporte son petit truc. Il y a moins le jugement, je trouve, que ce qu'on va retrouver dans l'univers des spiritueux. C'est-à-dire que l'univers du spi, on est dans un univers où je trouve où il y a un peu trop de jugement. Dans le rhum arrangé, en fait, comme c'est ta touche personnelle, tu peux pas avoir le même discours parce que si tu juges le rhum arrangé, indirectement, tu vas juger aussi la personne qui le crée. Et à Ouais, la base, la personne, elle le crée parce qu'elle a envie de faire plaisir. Elle a envie de s'éclater, elle a envie de tester un truc. Pour moi, à la base, on peut pas le juger. On peut pas juger l'envie de quelqu'un, c'est possible. du coup, on en arrive au fait que il y a une augmentation croissante en fait donc d'acteurs, mais aussi forcément de consommateurs. Euh, Est-ce que ce nombre de consommateurs croissant, ça amène un changement selon toi dans les influences ou les habitudes de consommation des gens? Ben après, à partir du moment où un concept de produit voit un petit peu plus le jour, forcément que en termes de communication, ça va attirer de plus en plus de consommateurs. Mais comme je te l'expliquais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de réelle définition de ce qu'est un rhum arrangé. Donc t'as autant de définitions quasiment que de personnes qui fait son rhum arrangé. Ouais, J'estime aujourd'hui que c'est un problème parce que quand tu veux mettre des niveaux, quand tu veux parler sur un argumentaire, par exemple aujourd'hui, moi je te prends l'exemple, et nous on fabrique tout à la bouteille. Et je dirais ça fait 10 ans qu'on fabrique tout à la bouteille. Et ça c'est une démarche qui est spécifique et qui met du temps à s'expliquer. Et quand tu vois dans certains produits où il y a que du jus, ben on va comparer deux rhum arrangés et je dirais pour moi c'est pas le même travail. Donc voilà, il y a besoin que ce concept soit vraiment mis en avant, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que tout le monde comprenne tous les indicateurs ou les arguments qui peuvent définir un rhum arrangé. ouais. Et ce qui fait aussi que, parce que le rhum arrangé, il y a aussi rhum à manger. J'ai faim, c'est le matin. Le rhum arrangé, t'as aussi une dimension visuelle qui pour moi est presque plus importante que le rhum, par exemple, où on Oui, va voir la robe et tout, c'est très important dans le rhum, mais je trouve que dans le rhum arrangé, effectivement, si t'as une bouteille où t'as du fruit, t'as une bouteille qui est complètement claire, ou t'en as une qui est trouble avec des petits morceaux, bah ça va jouer psychologiquement déjà sur la dégustation de la personne, quoi. de toute Avant façon, même de goûter. au départ, on est tous comme ça. Enfin, peu importe de quel produit on parle, mais on achète tous en priorité avec les yeux. Ouais. Et je dirais, et pour le rhum arrangé, la règle, enfin, ça déroge pas. C'est-à-dire que tu regardes la bouteille et tu peux avoir une super belle bouteille, bah, tu vas des fois être plus attiré par une super belle bouteille qu'un super bon produit. Et après, c'est là tout l'enjeu de la dégustation, se dire, bah, est-ce que la dégustation vient remplir ma satisfaction que j'ai obtenue avec le regard. Et là, des fois, on a des surprises. C'est là tout le jeu, ouais. Des fois, on a des surprises. Il y a une notion que tu travailles pas mal, moi je trouve, c'est le produit français. Ouais. Bah, je prends. Tiens, je vais sortir
Il y a certains des produits, je suis un grand fan. Après, je suis pas forcément un énorme buveur de rhum arrangé. Mais du coup, j'avais eu pour la cuvée que tu as fait pour la 2.0 Oui, tout à l'année fait. dernière, Oui. qui me plaît énormément. J'en avais acheté 2 bouteilles, celle-ci je viens de l'ouvrir, je crois, la semaine dernière, et je sens qu'elle va pas faire long feu. Mais bon, ça c'est notre histoire. Du coup, tu vois, tu nous mets ananas et fraises, et Oui. tu nous donnes l'endroit d'où viennent les fruits. Et Oui. pour le coup, on est sur de la production vraiment française. On est sur des Oui. françaises. Et même quand tu viens immerger tes bouteilles, du coup, c'est aussi en France. Est-ce que pour toi, cette notion de produit français, c'est important pour toi, ou est-ce que c'est plus pour le consommateur vraiment une espèce de sécurité pour lui de se dire bon bah tiens, s'il met des produits qui ont l'air de venir de chez nous, ou je vais peut-être plus acheter. Alors, je vais avoir plusieurs réponses. Une chose qui est importante, c'est dans tous les produits que je crée, j'essaye au travers de chacun de vraiment mettre en avant les valeurs, enfin, que moi j'ai envie de porter et que l'entreprise aussi porte. La valeur de l'humain, du partenariat, de la proximité. Aujourd'hui, c'est pas le tout d'avoir un verre et de le partager avec quelqu'un. Tu peux aussi le reproduire sur tes achats. Et le fait de savoir que les fraises, elles sont produites juste à côté, que la personne qui les produit, tu les connais, que tu sais exactement de la façon dont il le fait, ça permet avant tout d'aller continuer à argumenter et à structurer la démarche que tu as envie de réellement mettre en avant. Le fait d'immerger les bouteilles dans les marais salants avec Mano, bah là, c'est une vraie aventure humaine. Tu as deux dingos qui sont en train de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on essaye de mettre des bouteilles dans les marais? Qu'est-ce que ça va donner? On ne le sait pas. Bon, on tente. Et puis, on a tenté. Et puis, c'est surtout les super bons moments qu'on passe ensemble, où on échange. Enfin, voilà, tu vois, toute cette notion de convivialité, de partage, qui sont vraiment des moments, des mots très forts pour moi. Bah, après, si j'arrive à faire tous mes achats et toutes mes relations, je dirais commerciales, fournisseurs, comme ça, bah, c'est génial. Et c'est ce qui va te créer de la fidélité, c'est ce qui va te créer des échanges un peu plus profonds que de simplement te dire combien ça coûte, j'achète, je te paye et puis je passe à autre chose. Et donc ça, c'est vraiment une philosophie vraiment fondamentale dans les rhums de cèdre. Après, malgré tout, aujourd'hui, tu peux pas trouver toutes les matières premières ou toutes les matières sèches qui composent ton produit à proximité. Mais une des sensibilités qu'on a, c'est que dès qu'il y a un produit, bah, j'essaye de le voir dans mon environnement proche si je peux le trouver. Si je peux pas le trouver, j'essaye d'appliquer la même ligne philosophique sur tous les produits. Et puis bah, après, malgré tout, tu peux pas, donc 100% de tes produits ne pourront pas correspondre à ça. Donc bah, après, tu vas des fois acheter en extérieur. Mais je dirais, plus je peux être dans cette définition-là, et plus j'ai un discours à présenter quand je parle d'un produit. Et puis là, tu as pris l'exemple de la canne 2.0. Bah, tu vois, de créer un produit aussi pour des... moi, j'aime pas créer un produit sans avoir entre guillemets, de storytelling. C'est un mot à la mode, donc je vais le reprendre. Mais j'aime créer un produit qui va correspondre aux personnes pour lesquelles je le fais. Et là, en fait, c'est eux qui nous ont écrit leur brief. Et voilà, après, je reprends les informations et je crée en fonction de ça. Et voilà, donc il y a la relation amont et aval où on a besoin d'avoir cette notion de proximité, de territorialité, d'échange, de kiff, tout simplement. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est pour ça, de toute façon, que les gens aiment aussi tes produits. C'est qu'il n'y a pas simplement aussi du qualitatif, c'est qu'il y a aussi une histoire derrière et de l'humain, comme tu dis. Et je pense que c'est très important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Surtout, ouais, ça, je te rejoins complètement là-dessus. J'en viens au bio. Oui. J'en parle un peu sur les autres épisodes, notamment sur le rhum. Oui. Toi, tu as développé, on a certains produits de ta gamme qui sont du coup certifiés bio aujourd'hui. Est-ce que tu vois ça comme une simple gamme, ou est-ce que pour toi ça va vraiment être une généralisation progressive et finalement complète en fait de toute ta gamme dans un futur lointain ou proche? Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, le bio, rhum de cèdre, il existe depuis 2011. Donc, ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire des macérations 100% bio. Donc, j'ai pas attendu le fait que ce soit un phénomène de mode. J'ai tout de suite voulu apporter quelque chose de différent. Différent pourquoi? Parce que déjà, j'ai tout, pour les macérations bio, tout est différent. C'est-à-dire que chaque matière première est différente.
le rhum, le sirop de sucre de canne, les fruits. Tout doit être certifié bio. Et nous, aujourd'hui, on se fait contrôler 2 fois par an pour avoir la certification. Donc la porte d'entrée a d'abord été d'aller créer un produit qui soit différenciant de la gamme, je dirais, conventionnelle, pour aller chercher une aromatique différente. Le degré d'alcool du produit bio, il est à 21 degrés. Donc ça permet aussi de proposer une petite marche pour rentrer dans le concept produit, parce que certains consommateurs vont avoir peur directement d'aller à 32 degrés. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez découvrir le produit en ayant un degré d'alcool qui soit une première porte d'entrée. Donc ça a été ça. Et aussi la notion bio vient aussi défendre une démarche qualitative. Aujourd'hui, on a une réelle démarche qualitative sur l'intégralité des produits. Il y a certains produits, je dirais, nous on classe dans la gamme conventionnelle à 32 degrés, qui utilisent certains fruits bio, mais on communique pas sur le fait qu'ils soient bio, on communique sur la qualité globale du produit. Par contre, pour le bio, on a besoin d'avoir des produits qui soient certifiés bio. Et après, la gamme bio, elle est composée aussi je fais pas un ananas Victoria bio, je fais pas un mangue passion bio. Je fais d'autres produits pour aller chercher d'autres assemblages aromatiques. D'accord, ok. Alors j'ai une question qui va être similaire à celle du milieu du rhum. Ouais. Moi je vois Olivier en parler, de ces gens-là, en parler un peu comme des geeks du rhum. En évoluant dans le milieu du rhum, j'ai le sentiment que le consommateur, il a plus en plus de connaissances. Il a accès aussi à beaucoup plus de connaissances, à beaucoup plus de choses qu'avant, notamment via Internet. Et on a l'impression qu'il y a une partie des consommateurs qui sont beaucoup plus pointus dans leur démarche pour acheter un produit et consommer un produit. Ouais. Et des fois, j'ai l'impression que c'est même presque trop pointu. Est-ce que pour toi, ça, c'est aujourd'hui un frein dans le milieu du rhum arrangé? Est-ce qu'il y a aussi ce phénomène dans le milieu du rhum arrangé avec des gens beaucoup plus pointus ou beaucoup plus à la recherche de trucs très spécifiques? Alors, ok. Aujourd'hui, le rhum arrangé, comme je te dis, c'est un concept qui est vraiment populaire. C'est un concept, je vais simplement te le dire, le rhum arrangé, c'est 3 ingrédients, rhum, sirop de sucre de canne, fruits. Tu vois, j'ai mis 5 secondes à te définir ce qu'est un rhum arrangé. Pour réellement, je vais parler des rhums de cèdre en spécifique, pour réellement découvrir et comprendre, nous, tout ce qu'on fait ici et la façon dont on le fait, il faut passer minimum 3 heures. C'est-à-dire, tu vois, d'un nom que tu vas définir en 5 secondes, pour vraiment le comprendre, il faut passer minimum 3 heures. Parce qu'il y a tellement de paramètres pour maîtriser un rhum arrangé que ça prend beaucoup de temps. Et puis nous, ça nous a pris aussi beaucoup de temps pour essayer de tout comprendre et de tout maîtriser. Donc, les amateurs, les gens qui ont envie d'avoir des connaissances, c'est très très bien. Après, il faut pas tomber dans le mauvais côté de j'ai des connaissances, donc je sais tout, donc je ne suis plus ouvert à l'échange. Et je dirais aujourd'hui, c'est les ultra sachants. Il y en a plein, mais c'est pas forcément les personnes les plus intéressantes avec lesquelles on doit échanger. Aujourd'hui, il faut toujours être dans cette notion d'ouverture, et on n'est personne pour juger. Tes goûts, ce sont les tiens, ce sont pas les miens, et c'est pas comme je vais reprendre ce que tu disais. Tu préfères le citron passion à l'ananas framboise. Ben, très bien, c'est ok. Aujourd'hui, je vois quel est le style de produit que tu aimes. Point final. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Donc, c'est toujours la notion d'acquisition de connaissances et de l'utilisation de ce que tu en fais. Si tu es toujours dans la bienveillance, il n'y a pas de souci. Si tu veux montrer que tu es plus intelligent que les autres et que tu connais plus que les autres, ben voilà, ça c'est la mauvaise utilisation. Ouais. Et je dirais, le phénomène de la connaissance et des réseaux sociaux aussi amène à ce que des gens pensent qu'ils sont... ça permet à certaines personnes de devenir connues. Donc, je dirais, la pseudo-célébrité numérique, il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc, faut les laisser. Mais à la base, on est tous là pour être bienveillants et pour en venir à partager quelque chose ensemble. Ok. J'aime bien ce genre de réponse. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travers. Il y a du très bon, mais il y a aussi du très mauvais. C'est toujours le phénomène de jugement. Tout le monde a un avis sur tout, sur l'autre, sur tiens, c'est pas bien, tiens, c'est bien. C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est de comprendre par quoi les gens vibrent
ce qu'ils aiment. Et après, bah, c'est pas parce que j'aime pas les mêmes choses que toi que tu es une mauvaise personne. Et ça fait pas de moi une meilleure personne. Ce sont deux sujets qui sont complètement différents et surtout à dissocier. Je pense au titrage d'alcool. Ouais. Est-ce que pour toi, il y a un degré parfait pour les rhums arrangés? Euh, alors, non, enfin, ça revient à ce que je viens de te dire. Le degré parfait, c'est le degré qui va correspondre à celui que Au palais chacun de aime. la personne Ouais, qui à goûte? celui que chacun aime. Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai créé une gamme avec différents degrés d'alcool enfin, pour plusieurs choses. D'une, pour avoir, je dirais, un équilibre aromatique qui va dépendre du goût des consommateurs. Ça, c'est une chose. Mais c'est aussi parce qu'il y a un aspect technique qu'on occulte très souvent. C'est qu'un rhum arrangé, c'est quoi? C'est enfin, c'est une des choses qui fait que le fruit va donner au rhum, c'est le pouvoir solvant du rhum. Et en fonction du degré d'alcool, tu vas pas avoir la même extraction qui va se dérouler. Donc, un des éléments importants, c'est le pouvoir solvant de l'alcool. Et il n'y a pas de degré parfait. Le degré parfait est différent pour chacun. Oui, puis après, tu vas aussi avoir des choses qui vont matcher différemment en fonction du profil aromatique du fruit. Enfin voilà, comme je dis, c'est une chimie très complexe et un produit qui va être bien à 25 degrés. Je dirais, tu peux pas dire qu'à 40 degrés, il sera pareil. Mais il n'aura pas la même. Et j'ai fait une masterclass, tu vois, lundi, où j'ai fait 4 produits différents à base d'ananas Victoria à 4 degrés différents et et avec des concentrations en sucre de manière différente. D'accord. J'ai laissé c'était avec des barman, je les ai laissés tous déguster et d'avoir leur ressenti. Bah, si je prends on va dire de l'ananas Victoria que j'ai mis dans un rhum à 50 degrés et dans un rhum brut de collade à 70 degrés, bah, celui qui fait le plus, tu vois, entre les deux, mais c'est ceux qui sont venus en fin de classement. Et c'est le 50 degrés plaisait plus que 70 degrés, par exemple. Ouais, d'accord. Parce qu'il y a, enfin, ce n'est qu'un ingrédient de la fabrication ou de la technique d'un rhum arrangé. Et puis c'est vrai que le degré joue beaucoup. Hein. Moi, je vois, il y a des gens, il y a énormément de gens qui font le rhum arrangé. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent là-dessus. Moi, je suis pas trop sur ce créneau sur la chaîne parce que voilà, j'en ai fait beaucoup pour un moment des rhums arrangés, mais aujourd'hui j'en fais beaucoup moins. J'ai beaucoup plus, j'ai plein d'autres trucs en tête. Puis j'aime bien déguster du pur plus, ou alors Ouais. des trucs genre le le passion citron, tu vois, qui envoie quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur du degré d'alcool et Oui. qui justement recherchent, comme tu disais, quelque chose plutôt entre 20 et 25. Alors que pour moi, un rhum arrangé, pour moi, il faut qu'il y ait minimum, enfin minimum, je dis pas minimum, mais souvent je préfère quand il y a un petit peu de ouate dedans, tu vois. Alors, comme d'hab, on revient sur la même chose, c'est qu'après, chacun va rechercher son aspect et puis Mais ce qu'il préfère dedans. si je peux me permettre, c'est qu'aujourd'hui, tu es rentré dans un mode de consommation aujourd'hui où tu as aujourd'hui plus enfin, de connaissances, tu te connais mieux et tu sais que les choses qui vont te faire vibrer vont commencer à te faire vibrer à partir d'un certain degré. Et moi, ça a été la grosse difficulté que j'ai eue au départ, c'est que les amateurs de spiritueux, à partir du moment où tu leur proposes un produit inférieur à 40 degrés, et ben ils ont pas envie de goûter, ils ont pas envie de goûter. Parce Ouais. que je dirais, leur première porte d'entrée, des fois, pour déguster un produit, c'est simplement le degré d'alcool. Et Mm. alors que moi, j'aimerais que tout le monde sorte de ces schémas, on va dire, psychologiques ou philosophiques pour dire, bah, ah tiens, il y a quelqu'un qui me propose un produit, je vais goûter, voir ce que ça donne. Et ensuite, je pourrais déterminer si je m'éclate avec ou pas. Mais un degré d'alcool ne veut rien dire. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a des. Moi, je suis un grand fan de Baileys. Ouais. J'aime bien les Baileys qui titrent à haut titrage d'alcool, souvent. Et j'ai le Traverse l'Esprit, le 10e anniversaire, et puis le normal à 66,1 que j'adore, vraiment. Ouais. Et j'ai goûté un Baileys il y a 2-3 semaines qui titrait à je sais plus, 63 ou 64 degrés, on est quasiment similaire à quelques degrés près, et franchement, j'ai été un peu déçu, tu vois. Comme quoi, bon après, forcément,
on le sait, le rhum, déjà même s'il vient de la même distillerie, des fois il peut être complètement différent selon le fût que tu vas avoir, selon l'année dans laquelle il est sorti de la distillerie, selon qu'il est resté longtemps ou pas dans un vieillissement tropical ou chez nous. Enfin bref, on sait que ça peut altérer. Mais du coup, comme quoi effectivement, le degré ne veut pas tout dire. Non, exactement. Et il y a une course au degré Enfin, il y a une course au degré. Il n'y a pas une course au degré, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui aiment bien en ce moment, dans le milieu du rhum, les choses qui tritent très fort. Alors que, des fois, quand il y a une réduction, en fait, c'est que c'est fait intelligemment, quoi. C'est que, comme tu disais, c'est que le degré, on le met à un certain degré pour que, justement, on puisse avoir une puissance aromatique qu'on puisse déguster et qu'on puisse découvrir, quoi, qui va peut-être être caché par un degré d'alcool trop fort, quoi. Exactement. Pareil avec les rhums arrangés. Du coup, j'en viens un petit peu au fait maison. Oui. Et c'est vrai que je disais, moi, je faisais un petit peu mes rhums arrangés. J'en faisais des gros bocaux il y a 3-4 ans au début de la chaîne. Finalement, j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien. Parce qu'on a l'impression de se sentir un petit peu chimiste chez soi. Et puis, comme tu disais, c'est que chacun a sa recette. Donc, on peut vraiment rechercher ce qu'on a envie. Si on sait qu'on aime bien quand c'est très sucré, on peut mettre très sucré. Si on préfère avec le miel, ou c'est vrai qu'il y a des milliards de possibilités différentes. Est-ce que ce fait maison, pour toi, comment tu vois ce phénomène du fait maison? Moi, je trouve que c'est très important parce que pour ensuite avoir je dirais pas un avis, mais pour pouvoir se faire des avis, si déjà toi, on va dire, tu te mets entre les mains dans le cambouis, et tu seras, je dirais, tu seras mieux placé pour essayer de te situer par rapport à ce que les autres font. Ouais, tu seras plus à même de savoir ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, ce qui est important d'ailleurs. Ouais. Le fait maison, comme tu l'as dit, c'est aussi être en mesure de faire les choses, je dirais, à ses goûts. C'est aussi pour moi, l'expression d'une créativité. Et des fois, il y a des gens qui n'osent pas faire par crainte justement du jugement, alors que je dirais, éclatez-vous, faites ce que vous avez envie de faire. À partir du moment où vous avez le sourire quand vous êtes en train de le faire, c'est que l'objectif, il est quasiment déjà atteint. Le fait maison, il est encore plus renforcé de par la situation actuelle. Tu peux pas avoir accès à tout, tu es obligé de te débrouiller. Donc, c'est aussi quelque chose qui est, pour moi, qui est réellement important. Après, pour en revenir à cette notion de question de fait maison, pour moi, c'est aussi un point important parce que c'est ce qui va être un élément qui va permettre aussi d'augmenter le niveau qualitatif global. Parce que quand tu le fais pour toi, tu vas avoir tendance à te dire, je vais quand même me faire quelque chose de sympa. Ouais, t'as des exigences. Voilà. Et donc, tu vas aller chercher du quali. Et après, tu te dis, non, j'ai quand même pas envie de redescendre d'un point de vue qualité globale. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Je vais continuer à faire du quali parce que aujourd'hui, le plaisir, c'est quelque chose qui est pas mal impacté de par la situation. Et tous ceux qui arrivent à switcher et à se créer ce propre plaisir, c'est ceux en général qui vivent le mieux, je dirais, cette période-là. Justement, les points finaux, le point G ou tout ce que tu utilises maintenant avec des brutes de colonne, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans le monde du rhum. On voit qu'il y a de plus en plus de brutes de colonne. Et donc, Oui. toi, tu en utilises. Tu as sorti donc une gamme. Est-ce que tu penses que tu vas continuer sur des hauts titrages d'alcool comme ça? Ça va rester vraiment être une constante, comme tu me disais, pour le citron passion? Ou est-ce que c'est plus, aujourd'hui, c'était plus une mode pour voir un petit peu, pour tester s'il y avait une accroche? En fait, je dirais, ça va répondre, ça va cocher plusieurs cases. La première case, comme je t'expliquais, c'est à partir du moment où donc c'est 45,4 degrés la gamme Tigral. Là, déjà, tu as un produit au-delà de 40 degrés. Donc, l'amateur de spiritueux va se dire, ah tiens, j'ai quelque chose au-dessus de 40 degrés, je peux me permettre de le déguster. Donc ça, c'est déjà une première porte d'entrée. Après, comme j'expliquais aussi, le fait d'avoir un degré d'alcool qui soit différent, on va bouger un petit peu tous les équilibres de la vie d'un rhum arrangé. Donc, on va aller chercher d'autres aromatiques. Donc, aller chercher d'autres aromatiques, c'est forcément aller titiller aussi une autre catégorie de consommateurs. Et le fait d'avoir cette échelle de degrés d'alcool entre le bio qui est à 21 degrés, le conventionnel à 32 et le Graal à 45, voilà, on peut permettre, je dirais, au lambda ou pas lambda d'aller chercher le degré d'alcool qui va lui convenir avec l'équilibre aromatique que va composer le produit. Donc voilà, découvrez-vous, allez tester pour savoir lequel vous convient le plus. On en revient à la discussion qu'on avait sur les rhums blancs. Voilà, t'as plein de portes d'entrée, donc poussez-les, ouvrez-les pour savoir ce qui vous plaît. Mais
moi, mon doux rêve, c'est qu'à un moment, on arrête de dire que le rhum arrangé, c'est un truc dans lequel on met basiquement du sucre. Et on arrête de dire que c'est quelque chose qui est pour les gens qui connaissent rien. Enfin voilà, j'irais un de mes combats secrets, c'est de créer cette harmonie entre ceux qui n'y connaissent rien avec ceux qui connaissent, et qu'à la finale, on soit tous contents d'être ensemble pour boire un verre ensemble. Voilà, c'est mon doux rêve, en fait, je dirais, quand je réfléchis au concept du rhum arrangé. C'est un beau rêve. C'est un beau rêve. Et c'est vrai que des fois, on peut très bien s'entendre avec des gens qui n'aiment pas les produits que nous on apprécie. Et c'est ça d'ailleurs qui est même intéressant, parce que du coup on échange et on se rend compte que des fois, c'est pas mal de changer de produit aussi et de tester d'autres choses. Moi, je le vois de plus en plus parce que c'est vrai que j'essaie de faire de plus en plus de dégustations un peu à l'aveugle, et c'est là que tu te rends compte, ça te remet vraiment les pieds sur terre. Et des fois, tu te dis vraiment, j'en parle souvent, mais je reparle de ce Basse Armagnac que j'avais reçu il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, en le dégustant à l'aveugle, j'ai cru que c'était un rhum. Et non, bah non, c'était un Basse Armagnac. Et là, tu te dis, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi? Bah oui, en fait. Et bah non. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Ouais, toujours cette notion de remise en cause, de ne pas avoir trop de certitude. Je dirais, il faut rester humble face à cet univers de dégustation. Et voilà, je replace le plaisir avant la connaissance, parce que c'est quelque chose de réellement important. Et à partir du moment où on est là juste pour apprécier, respecter le verre, respecter le travail qui a été fait par le producteur, après, prenons le temps d'aller à la connaissance, mais faisons les choses dans l'ordre. Entièrement raison. Le plaisir avant tout, je ne peux que être d'accord avec toi. Du coup, il y avait une des dernières questions, c'était, on en a déjà parlé, c'était au vu de l'année 2020 qu'on a passé, c'était comment est-ce que tu penses que le marché du rhum arrangé va évoluer en fait en 2021, 2022? Est-ce qu'il va justement y avoir des adaptations par rapport à la situation actuelle? Est-ce que toi, t'en as fait déjà des adaptations, peut-être? Les adaptations, c'est plus aujourd'hui par rapport à l'organisation commerciale. C'est plus le présentiel, c'est-à-dire que on avait quand même de belles vitrines sur tous les salons qui étaient proposés. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de salons, donc il faut faire les choses différemment. Après, nous, aujourd'hui, on est peu impacté par cette situation. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir notre principal circuit de commercialisation, qui est le caviste, qui peut rester ouvert. Ouais. Donc on a développé peu de bars et peu de restaurants, parce on s'était réellement concentré sur le caviste. Donc par chance, aujourd'hui, ça nous sourit puisque les cavistes sont ouverts. Deuxième chance qu'on a aussi, c'est que le consommateur est plus rentré chez le caviste. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose en termes de développement et d'acquisition de connaissances produits. Mais pour y rentrer, dans un premier temps, il va faire confiance à des marques. Et donc, c'est comme partout, on va faire confiance à la marque. On a la chance, nous, d'avoir une marque aujourd'hui qui est reconnue. Donc, ce qui fait que le consommateur est allé vers nos produits. Donc, ce qui est plutôt je dirais une très bonne chose par rapport à la marque. Là, quand on voit le début 2021, on n'a jamais autant fabriqué, parce que on a une réelle demande, et avec des courbes de progression qui sont vraiment importantes. Donc je dirais c'est cool. C'est cool pour mes collaborateurs, parce que quand on voit aujourd'hui tous les secteurs d'activité qui sont bloqués par cette situation, où les gens n'ont pas le choix de rester chez eux, je dirais aujourd'hui on a la chance, nous, de ne pas être impacté par ça, et que je ne mette pas de chômage partiel pour mes collaborateurs. Et ça, voilà, il faut le reconnaître. Tant mieux. Il y en a qui arrivent à s'en sortir dans cette période, et tant mieux. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour tous, mais ouais, les adaptations, et puis... quand on peut sortir un message un peu positif, c'est... oui. Il faut... Oui, malheureusement, il y en a qui sont touchés, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et si on peut donner un petit peu cette énergie à tout le monde, voilà. Moi, je suis prêt à recéder l'énergie pour les autres. Il n'y a pas de souci. On va terminer tranquillement. Est-ce que tu aurais une
plusieurs anecdotes. Est-ce que tu aurais des petites choses, des trucs croustillants ou pas croustillants d'ailleurs, ou des sorties que tu as prévues, ou des choses confidentielles, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter pour la fin de ce blabla rhum? Donc cette année, ça va quand même être les 10 ans des Rhums de Seine. Oui, tu m'as dit. Donc ça va se tourner autour de 2 événements. Notre porte ouverte, si on peut espérer qu'elle ait vraiment lieu mi-juin, où là on aura des produits qu'on aura créés spécifiquement pour l'occasion. D'accord. Okay. Et pour rebondir un petit peu sur le développement de la gamme bio, on va sortir un rhum bio, je dirais, élevé en fût, donc qui va sortir cette année. Donc tu vois, il y a encore plein de choses à faire. Ça m'intrigue, ça. Voilà. Donc on a encore plein de choses à faire, que ce soit sur toutes les composantes de la gamme. Et c'est là où moi je m'éclate, c'est d'essayer toujours d'aller chercher la petite chose qui fera la différence. Donc il y a plein d'idées. Et tiens, le dernier rhum arrangé que tu as bu, c'était quoi? Le dernier que j'ai bu? Ouais. C'est celui... Pour pas te dire de bêtises, c'est mon ananas caramel beurre salé élevé en fût de whisky. Parce que on a travaillé sur une petite session pairing avec du fromage, et je dirais le pairing que j'ai vraiment le plus kiffé, ça a été avec du comté et l'ananas caramel beurre salé whisky. On a vraiment excellent. Ouais. J'adore quand on parle bouffe et spiritueux. Je trouve que c'est tellement cool, ça s'accorde tellement bien. Ben, j'étais vraiment surpris, je dirais, de tout ce petit travail, et en fait il y a vraiment eu des très beaux pairings et beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais. Et donc c'est vraiment ultra sympa. Ouais. Super. Moi il y avait un truc, c'était le Royal Navy de Chevalier, le premier qu'ils ont fait. Que j'avais dégusté en même temps qu'un travers de porc caramélisé. Ouais. Et bah putain, c'était super bon. Le mariage entre les deux, franchement, il était top. Et depuis, c'est vrai que j'essaye de chercher un peu ça des fois, quand on a des trucs à manger et tout, et pas forcément juste s'arrêter sur des trucs, tu mets un rhum blanc parce que t'as des fruits de mer, quoi. Bon, exactement. Ouais, non, ok, d'accord. Mais il y a plein d'autres trucs à faire. Et là, du coup, ce que tu nous racontes, c'est top, excellent. Avec le fromage rhum arrangé, c'est très bon à savoir ça. Et indirectement, tu découvres aussi de la façon dont tu dois déguster un fromage. Et je dirais en termes de... Quand on parle de plaisir ou de continuer à essayer de mieux manger, mieux déguster, et ben ça a vraiment été une session hyper intéressante. Bon, et ben écoute, on retient. On essaiera tous maintenant Alors, tu vois, prochain repas de famille, je sais pas quand ça sera, hein, et ben je sortirai une bouteille de Tissette sur la table et je dirai, et ben venez au fromage, on teste avec. Et puis on regardera. Exactement. Et puis je te ferai une photo et puis je te dirai si ça a fonctionné. Très bien, surtout avec grand plaisir. Ouais. Donc on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme tu dis, à commenter, partager, liker. Les commentaires, c'est important. Vous m'avez quasiment pas laissé de commentaires si vous avez des questions pour les prochains épisodes. C'est important si vous voulez savoir des choses. Ça peut nous permettre d'aiguiller, là, par exemple, avec Cédric ou les prochains épisodes. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions spécifiques. On revient très vite sur la chaîne. Est-ce que tu connais le gimmick de fin ou pas, Cédric? Non, je suis désolé. Non. D'accord. Et ben, en plus, j'ai même pas de verre pour le faire. Normalement, je le fais avec un verre. Alors, j'ai mon verre de hier soir. Et qui sent très bon. Ah, je te laisse prendre un verre. Si je vais te faire une dédicace. Ah. On va prendre le citron passion quand même. Ah, bah ouais. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. Et du coup, là, aujourd'hui, ça serait pas plus haut que le rhum arrangé. Merci à tous.